Merci Ali Chéri, merci Philippe Azouri d'être là ce soir pour la discussion qui suit donc cette projection qu'on vient de voir ensemble du Sang des poètes de Jean Cocteau. C'est assez passionnant de revoir ce film et peut-être pour certains d'entre vous de le découvrir après aussi avoir eu cette expérience des vitrines d'Ali là-haut dans le passage tout autour de la rotonde, où bien sûr en le revoyant beaucoup de motifs, beaucoup de liens se font jour aussi ou reviennent. C'est vraiment évidemment à chaque fois qu'on le revoit, comme à chaque fois qu'on passe voir vos œuvres là-haut, on a toutes ces discussions, ces conversations aussi qui se produisent. C'était aussi une version restaurée, c'était assez magnifique de la voir dans ces conditions, parce que c'est des films assez rares, donc aussi merci pour ça. Ali, on est là grâce à toi, parce que dès le début de ce projet et de cette invitation et de ce projet 24 fantômes par seconde, il y a eu cette inspiration, il y a eu ce film de Cocteau qui était tout de suite quelque chose qui allait être marqueur, être quelque chose de déterminant dans cette invitation ici à la Bourse de Commerce. Je vais commencer par citer Philippe Azouri dans ce livre publié écrit avec Jean-Marc Lalanne il y a une vingtaine d'années, Désordre, Cocteau et le cinéma. 23 ans exactement. 23 ans. En un mois, au mois de juillet. Et il y a sorti en septembre. Une phrase dans ce livre qui est une phrase très belle, enfin une chose très belle qui me fait penser beaucoup aussi au travail d'Ali Chéri. Les images chez Cocteau, et donc on pourrait dire aussi les sculptures chez Ali Chéri, restent adolescentes, en ceci qu'elles ne sont jamais fixées à un état stable depuis lequel elles dépériraient. Elles sont chez lui en puberté, susceptibles de grandir, en pleine croissance. Le cinéma ne les fixe pas plus que la poésie, le théâtre ou le dessin n'avaient réussi à les attacher. Ce sont des ados, fugueux et libres. Alors Ali, racontez-nous déjà le commencement, votre rencontre avec ce film. Était-ce vous, l'adolescent, justement découvrant cet espace de liberté, liberté du réalisateur, liberté du poète, liberté des images, liberté des sculptures. Et ce film, est-ce qu'il a été déterminant aussi dans votre désir de faire du cinéma ? Bonsoir. Déjà, oui, c'est magnifique de voir le film sur grand écran dans sa version restaurée. Au fait, je me rappelle plus, c'était quand la première fois j'avais vu ce film, il y a très longtemps. Et quand je commençais à réfléchir donc après l'invitation d'investir les vitrines autour de la rotonde, il m'est venu comme ça, en fait, le sang d'un poète. Je savais pas pourquoi. En fait, je suis très intuitif, je suis mon intuition et j'ai eu cette idée-là de travailler autour du film. Du coup, j'ai été le revoir après que j'ai eu cette idée. Et après, j'ai découvert à quel point mon travail et même mon cinéma est traversé par des thèmes qui sont très présents dans le cinéma de Cocteau. C'est-à-dire que je ne sais pas si on veut parler de comment on s'inscrit dans une histoire, dans une lignée de descendance à qui notre travail appartient ou de qui on est l'enfant ou l'adolescent. Moi, je crois, en fait, Cocteau, c'est vraiment l'artiste qui a laissé un héritage et la liberté d'un héritage sans testament, sans nous dire comment l'utiliser. Pour moi, c'est un manifeste autour du geste créatif, autour de ce que ça veut dire faire des images, faire un film. Et je crois la liberté que Cocteau m'a appris, c'est de sortir de cette injonction de vouloir faire des films pour raconter une histoire. C'est-à-dire aujourd'hui, au fait, on est sous ce totalitarisme de tout doit raconter, tout doit nous parler. Les musées veulent raconter des histoires, les objets doivent raconter des histoires, les films doivent raconter des histoires. Et moi, je trouve de faire un film pour raconter une histoire, c'est un peu comme aller au cinéma pour manger du popcorn. C'est-à-dire, on peut, il y a du bon popcorn dans le cinéma, mais quelle misère ce serait de réduire l'expérience d'aller au cinéma pour raconter une histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que les films de Cocteau sont irracontables. On n'arrive pas à raconter, dire quelqu'un raconte-moi c'est quoi le film Le sang d'un poète. On ne sait pas le raconter. Et c'est ce qui est magnifique parce que c'est un film qui se déploie dans le temps, qui se vit dans le temps, et c'est une expérience qui peut pas être substituée par une autre forme. C'est-à-dire, si on arrive à raconter un film,
vaut mieux le raconter. Il n'y a pas besoin de le faire. C'est-à-dire, si le film est racontable, donc on a d'autres moyens beaucoup plus pertinents de raconter des histoires. Et je crois que c'est ça un peu cette liberté, si on parle de la citation de Philippe, c'est que cette liberté de créer des images, lui il les appelle, c'est une succession de souvenirs. Oui, attends, non, il y a une phrase. Tu veux dire au début? Ouais. Moi aussi je l'ai noté parce que j'arrive jamais à m'en souvenir. Un documentaire réaliste d'événements irréels. C'est exactement. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant quand tu dis ça, parce que quand Jean-Marie est venu me chercher tout à l'heure à la porte, il me dit ça va. Alors, je suis toujours un peu nerveux avant de parler en public, c'est quelque chose que je m'y ferai jamais. Mais Cocteau en particulier, parce que même si on avait fait ce livre il y a 23 ans avec Jean-Marc, et on a beaucoup travaillé, on l'a écrit vite, mais on a travaillé pendant quand même 1 ou 2 ans, on l'a beaucoup fait voyager pendant des années, je ne me suis jamais senti spécialiste de Cocteau. Ce qui n'est pas forcément le cas. Par exemple, j'ai fait un bouquin sur Eustache, j'ai beaucoup plus d'assises, mais avec lui, je suis toujours... et ça m'a troublé, parce que je ne l'ai jamais lu, le livre. Je l'ai écrit, c'est déjà pas mal. Celui-là, je l'ai jamais lu en entier, pour des raisons de fait qu'en fait, avec Jean-Marc, on écrivait une partie chacun séparément, et on s'en donnait à remixer. Mais comme on les a fait dans un désordre, il s'appelle désordre, mais on l'a fait dans le désordre et très vite, je ne l'ai jamais lu de bout en bout, de A à Z. Et là, ce matin, je l'ai repris. Au début, je ne le trouvais pas, d'ailleurs, donc j'ai fini par le retrouver vers 10h du mat. Et je me suis aperçu qu'on avait commencé sur le fait que Cocteau définissait non seulement ses films, mais la totalité de son geste artistique comme un objet impossible à ramasser. Ce qui est un truc qu'il avait trouvé dans un magasin de farce et attrape. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est impossible à ratatiner, c'est impossible à rassembler, c'est impossible... c'est volontiers fragmentaire, et c'est pour ça que d'une certaine façon, je suis assez d'accord avec Dominique Paini, qui avait fait l'expo Cocteau à Beaubourg, à l'époque où il dirigeait Beaubourg, quand Dominique dit que d'une certaine manière, même si on pense toujours que Cocteau a fait tous ses films comme si c'était le premier film, et en ne se voulant surtout pas cinéaste ou spécialiste cinéaste, il a surtout été cinéaste. C'est-à-dire que d'une certaine manière, toute sa poésie mène vers le cinéma, parce qu'elle ne parle que de mouvement, que de questions de rythme, de ralentissement, de passage. Et ces objets ne prennent réellement sens que quand on les voit animés d'une façon complètement iconoclaste et singulière à l'intérieur de ces films. Et c'est à partir de là que chacun de nous peut aussi les ramasser, les reprendre. Et je trouve que c'est ce que tu fais toi dans les galeries. J'ai oublié de préciser que derrière nous défilent au fur et à mesure de la soirée à la fois des images d'œuvres d'Ali et surtout beaucoup de photographies du tournage, qui sont des photographies de Sacha Mazour ou bien parfois de Man Ray aussi. Et on voit un peu aussi tous ces allers-retours. Mais alors justement, cette expérience-là de cet objet difficile à ramasser, elle a finalement presque 100 ans. Alors, est-ce que, Philippe, on peut rappeler un peu le contexte de ce film ? Comment ça s'était passé Comment ça s'est passé ? Comment il a été perçu en 1930-1932 quand il est projeté pour la première fois ? Comment aussi Cocteau se lance, en fait ? Cocteau a vu du cinéma très tôt. Je crois qu'il dit avoir vu les premiers Méliès dès 1898-99. Il est de 89 ou 91, Cocteau, je me trompe tout le temps, mais enfin, ça veut dire qu'il a 10 ans à peu près à ce moment-là. Et il n'a jamais cessé d'écrire sur le cinéma, c'est-à-dire qu'il a même tenu comme ça des petites rubriques tout au long des années 20, quand s'est forgé une sorte de goût sur le cinéma et de cinéphilie. Donc le cinéma le tentait beaucoup, et il a tenté un premier film qui est complètement perdu, c'est un truc dont on n'a jamais retrouvé la trace, qui s'appelle, avec beaucoup de simplicité, Jean Cocteau fait du cinéma. C'est genre le côté Cocteau. En 25, et qui est un film donc perdu, qu'il a dû tourner en amateur total pendant 2 ou 3 jours, où il disait, dans mon souvenir, je crois qu'il voulait que les corps, et déjà, donc ça veut dire que là on voit à quel point les corps sont scénographiés, quoi, ça s'est passé, même chorégraphié. Mais là, ils voulaient que les corps aient une sorte de pesanteur, donc ils avaient trempé les vêtements dans de l'eau pour que tout pèse plus lourd, sauf que tout le monde a chopé la crève. Et lui-même dit être devenu aveugle après cette expérience pendant quelques jours, parce que brûlé par, ce que je peux comprendre en direct. Voilà. Et il y a toujours chez lui, sur le tournage, il y a ce livre génial qui est le journal du tournage de La Belle et la Bête, où il fait état progressivement au fur et à mesure du tournage une sorte de psoriasis, vraiment une sorte de lèpre comme ça. Donc il y a vraiment un effet somatique comme ça très, très fort chez Cocteau.
Bon, ce film en 25 a été perdu, si tant est qu'il n'ait même jamais existé. Il y a une espèce quand même de flou autour de ça. Et la proposition en 1930 de faire un film, elle vient des Noailles, qui avait produit à la fois Le mystère du château de Dé de Man Ray et Le chien andalou, et surtout L'âge d'or de Dali et Buñuel. L'âge d'or, ils le produisent en même temps que Le sang d'un poète. Ils ont chacun à peu près le même budget, c'est-à-dire 1 million de l'époque, pour faire un film d'une quarantaine, cinquantaine de minutes, totalement libre. On est en 1930, hein, donc voilà, c'est fait là. Cocteau a vu L'âge d'or, même s'il a beaucoup... Non, il n'a pas vu L'âge d'or, il a vu Le chien andalou. Il n'a pas pu voir L'âge d'or, parce que L'âge d'or était fait tourné exactement en même temps. Et il le fait donc de façon libre, mais à la base, la commande, c'est pas du tout de faire 2 fois un film. Alors, on va revenir sur surréaliste, mais on va le faire comme ça, pour aller d'abord très vite, pour s'en détacher après. Mais c'est de faire... Dali et Buñuel devaient faire un film donc fait de façon réaliste, même s'il est surréaliste, et Cocteau devait faire un dessin animé, un film d'animation. Et au final, il s'est aperçu que l'animation ne lui convenait pas, il a dû essayer un tout petit peu, et il devait sans doute aller vers quelque chose de beaucoup plus burlesque. Il était complètement fasciné par Charlot. Il est resté fasciné par Charlot, puis il a même voyagé avec Charlot. Il a fait un tour du monde en bateau avec Charlot en 1936. Mais il a commencé à vouloir le faire en dessin, puis il a renoncé à ça. Et il a promis aux Noailles de faire un film qui serait finalement aussi irréaliste qu'un dessin animé, mais avec des corps réels, fabriqués en studio. Et il fait le film en même temps que L'âge d'or. L'âge d'or est présenté au Studio 28 en 1930. C'est un tollé pas possible. Le film est interdit par la police, les Noailles sont énormément emmerdés, et le film de Cocteau ne sort pas pendant 2 ans. Il est laissé en stand-by, en partie à cause des ennuis qu'avait L'âge d'or, et en partie aussi parce que les Noailles, finalement, n'aimaient pas du tout le film. Après l'avoir vu, la première projection privée s'est très mal passée. Ils ont plutôt fait part à Cocteau de leur déception. Cocteau était très très à part aussi à ce moment-là de ce qu'avait pu être le mouvement surréaliste, dans lequel s'inscrivaient par contre Buñuel et Dali, notamment à cause de Breton, parce que Breton haïssait Cocteau, et la bande à Breton faisait beaucoup chier Cocteau, et pour des raisons assez mesquines et inacceptables aujourd'hui, qui relèvent de l'homophobie. Il y a une homophobie chez ce curé qui était breton quand même. Il faut quand même le dire, raté surtout. Et il a attaqué précisément là-dessus. Ce qui fait que même, par exemple, quand Lee Miller, on propose à Lee Miller de jouer dans le film, Man Ray, qui est plutôt proche de Breton, dit à Miller, n'y va pas, ça a l'air n'importe quoi, il sait pas ce qu'il fait, faut pas y aller, quoi. Il a fini par y aller, il a bien raison, il a fini par la rejoindre pour faire des photos qu'on voit derrière nous. Là où c'est plutôt très intéressant de l'inscrire, juste, j'essaie d'aller vite comme ça, c'est que le film est fait en 30, et en 30, il arrive, tel qu'on le voit là, dans un process qui est 4 années qui sont incroyables dans la vie de Cocteau. C'est la mort de Radiguet. Il y a 1 an où Cocteau s'enferme à l'hôtel Welcome, à Saint-Paul-de-Vence, pendant 1 année. Et pendant 1 année, il est en deuil, il s'intoxique à l'opium, et il écrit sans doute parmi ce qu'il a fait de plus beau, c'est-à-dire notamment Jean Loiseleur, qui est à mon sens son plus beau livre, mais également Les Enfants terribles, dont on voit d'ailleurs là déjà l'adaptation finalement avec la scène avec la boule de neige, qui est l'ouverture des Enfants terribles, mais également La voix humaine, qu'adaptera ensuite Rossellini. Et il écrit Opium, qui est un journal de désintoxication, dans lequel il raconte que son rapport à l'opium, c'est un rapport au temps. C'est une plongée dans le temps. Il le dit comme ça. Et finalement, ce qu'on voit à l'écran, c'est le condensé de ces 4 années, de 1 année à l'hôtel et 3 années ensuite à produire, à dessiner beaucoup et à constituer finalement ce qu'il y a de plus beau chez Cocteau, et qui va ensuite disperser. Et le film est la lampe de lancement de ça. Et puis là, l'écriture est aussi très présente dans ce film-là. Et d'ailleurs, Alice, c'est aussi des fragments de phrases que l'on entend ou bien que l'on voit, que tu as toi-même cité dans le fond de certaines des vitrines. Dans ce film, on peut identifier 4 thèmes qui vont avec 4 motifs
qui surgissent et puis qui deviennent comme ça des choses récurrentes, qui viennent plusieurs fois dans le film, qui est d'ailleurs lui-même divisé en 4 épisodes. Et ils peuvent être aussi des fils conducteurs ce soir, parce que c'est aussi ces 4 thèmes, ça fait partie justement des choses que tu décrivais tout à l'heure, qui sont des choses qui, dans le travail, a pu à un moment être identifié comme un pont. Donc le premier serait celui du seuil, avec le motif du miroir. Le deuxième, celui du sommeil, avec le motif du dormeur. Celui du regard, avec les yeux renversés. Et la blessure, avec les cicatrices. Donc si on aborde le premier thème, celui du seuil, et le motif qui lui est lié avec la scène incroyable de la traversée du miroir, je crois que ça a été un élément déclencheur aussi pour inscrire ce projet à la Bourse de commerce par même son architecture, par le dispositif que sont ces vitrines, 24 vitrines qui sont autant de portes, autant de vitres, autant de miroirs. Certaines d'ailleurs sont équipées par ton intervention de miroirs. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport-là justement à ces portes et à ces successions de choses qui cadrent et qui ouvrent? Ouais, oui, certainement. Donc le format vitrine, c'est déjà le dispositif muséal par excellence. Donc c'est un espace qui cadre, mais aussi c'est un écran. Donc il y a une mise à distance avec l'objet. Et donc cette question où les corps traversent le miroir, c'est-à-dire moi quand je vois dans le film le corps de l'acteur qui traverse le miroir, je me dis pas waouh, quel trucage magnifique. C'est-à-dire pour moi, il faut aborder ce film comme si on a été témoin d'un miracle. Au fait, devant mes yeux, il y a un corps qui a pu faire une traversée d'une surface pour aller derrière le miroir. Et je trouve, c'est-à-dire pour moi, il y a 2 types de films. C'est-à-dire il y a des films où les corps des acteurs, ils restent présents dans notre monde, ils sont dans l'espace spatio-temporel où leur corps physique se trouve. Et il y a des films où les corps des acteurs sont propulsés dans un autre monde, disons dans une espace spatio-temporel altéré. Et du coup, le film nous invite à ce qu'on rejoigne cette traversée vers cet autre espace. D'ailleurs, le film s'ouvre avec le personnage qui nous tend le bras et qui nous invite à rentrer dans le film, et même si après c'est une porte qui ouvre pas, donc il tente, et après il faut, comme tu le dis, par effraction, donc c'est un film où on rentre par effraction. Donc il y a quelque chose en fait dans cette expérience-là que j'ai essayé de restituer dans ce format de ces, pour moi, ces objets qui sont des corps, et pour la plupart, ce sont des regards aussi, des regards. Donc, c'est des visages qui nous dévisagent. D'ailleurs, la question du regard, les yeux que Cocteau dessine sur les paupières, c'est aussi des yeux. Donc, c'est des yeux qui nous fixent, mais qui ne voient pas. Parce que pour moi, c'est un regard qui vient de l'au-delà. C'est un regard qui... Le cinéma de Cocteau, c'est tout un travail de dialogue avec les morts, avec les fantômes. Et du coup, ceux qui nous regardent derrière ces vitres, c'est un regard qui vient des ténèbres, du champ des morts. Un autre thème essentiel, et tout est lié, enfin ces 4 thèmes de toute façon sont intimement liés, à la fois chez Cocteau et chez toi. On a commencé par ce vous voyez, mais on va pas se mentir, dans la vraie vie on se tutoie, donc on va pas... le sommeil, ou plus exactement le demi-sommeil, c'est la condition de l'apparition de l'imagination. Là aussi, la porte vers justement un autre monde, voilà la scène. Et selon toi, donc, tu dis aussi que le sommeil est un geste potentiellement politique. C'est quelque chose que je trouve assez passionnant. C'est un motif récurrent à la fois dans tes films, The Watchman, Somniculus, même un peu plus tôt, que l'on trouve aussi dans les sculptures. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, moi je trouve, en tout cas, pour moi, la question du regard est très liée à la question de la construction du désir. C'est-à-dire que c'est à travers le regard qu'on construit un désir, qu'on va vers ces objets, vers ces sculptures. C'est-à-dire pour moi, on ne regarde pas une sculpture, on va à la rencontre de ces objets-là, et c'est une expérience, c'est-à-dire on le voit de loin, on arrive, on entre dans le musée, on voit une vitrine, il y a un objet qui nous appelle, qui nous interpelle, on va vers lui. Donc pour moi, ces objets-là s'inscrivent dans le temps, et
Et c'est une expérience qui se déploie dans le temps. Et du coup, la question de cette question du sommeil, c'est un peu comment arriver, donc quand tu dis c'est un geste politique, c'est comment arriver à contourner un désir qui est devenu asphyxié, qui est qu'un désir construit par notre monde capitaliste, consumériste, et comment libérer le désir des injonctions de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on nous dit, il faut voir, il faut aimer, il faut acheter. Et donc, du coup, c'est une rencontre qui se fait avec les yeux fermés. C'est-à-dire, on regarde avec les yeux fermés. Moi, je parle d'un sommeil léger. Du coup, c'est une manière d'être toujours présent dans le monde. Notre corps est toujours réceptif à tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire qu'il y a un bruit, une odeur, il y a des choses qui se passent autour. On est toujours dans le monde, mais se rencontre avec le monde se passe sans le regard, en tout cas à travers une autre manière de regarder. C'est peut-être les yeux qui nous fixent sans voir. Donc c'est essayer d'inventer des outils, de contourner au fait d'arriver à libérer à nouveau notre rapport au monde et comment on se place dans le monde et comment on va à la rencontre de l'autre. À un moment, tu as inscrit sur une des vitrines « Votre regard me brûle ». Une phrase de Cocteau. Oui, et donc il y a presque un parce que le regard, c'est une question de pouvoir. Il y a, en tout cas, surtout dans l'espace du musée, c'est-à-dire qu'est-ce qui est donné à être vu et qu'est-ce qui reste caché, qu'est-ce qui est mis sous les lumières et qu'est-ce qui reste dans les réserves. En fait, tout ça, c'est un pouvoir de donner à voir. Et donc, votre regard me brûle, c'est aussi ce pouvoir-là qu'on a de tuer, de brûler avec le regard. Donc c'est vraiment un peu de mettre à nu un système de comment se construit aujourd'hui, surtout dans l'espace muséal, parce qu'on réfléchit beaucoup pas juste à mettre des objets dans les musées, mais à réfléchir au musée en soi. C'est marrant parce que l'expérience de visiter les vitrines, si tu fais cette expérience avec quelqu'un que tu aimes bien, en fait, tu peux t'apercevoir que tu peux regarder l'objet, tu peux regarder la personne que tu aimes bien, regarder l'objet, mais de l'autre côté de la vitrine, et tu peux contourner comme ça. C'est un truc que n'offre quasiment aucun. Il y a un dispositif muséal classique où tu es face à l'œuvre, où tu partages la même vision, le même regard. Là, il y a un jeu de cache-cache ou de dévoilement qui est super beau et qui opère en plus 25. 24, ouais, qui opère 24 fois et qui du coup devient vraiment presque, c'est presque une trame, quoi. C'est assez beau à visiter, pas seul. C'est une invitation à désirer quelqu'un par la visite de l'expo, quoi. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'il y avait un thème en soi dans les 4 que j'ai cités, qui est celui du regard, mais en fait, tu as répondu par le regard à chacun des thèmes, le seuil, c'est toujours le une question dormeur, du regard. ouais, c'est ça. Mais parlons du 4e thème, peut-être Philippe, qui est celui de la cicatrice, qui est donc très présent. Il y a ces gros plans sur la cicatrice dans le dos du poète, et puis ensuite il y a cette phrase, même qui est le titre d'un des épisodes, le premier épisode, la main blessée ou la cicatrice du poète, qui est aussi repris par Ali. Qu'est-ce que Cocteau veut nous dire avec cette cicatrice ? J'étais assez étonné parce que j'avais complètement oublié, et c'est en relisant le bouquin, j'ai reappris, je sais plus. Ça, c'était Jean-Marc qui le savait, mais que le film était censé s'appeler Le chant d'un poète à la base. Ce qui n'était pas super. Ce qui n'était pas un choix extraordinaire. Je ne sais pas à quel moment l'idée du sang est venue. Et moi, l'idée du sang me semble complètement corrélative au projet même du film, ou même à l'idée même d'un film qui déplierait la raison pour laquelle, le prix à payer pour une œuvre d'art. Pour arriver, pour un artiste. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'il est poète, mais il n'est pas écrivain, il est peintre, il est sculpteur. Non, il n'est pas sculpteur, il est peintre, il est que peintre. Il pourrait être aussi musicien. Ce qui est la grande force de Cocteau, c'est que de toute façon, il ne choisit pas, ce qui fait que sa très très grande modernité aujourd'hui. Il est quelqu'un qui a tout fait à la fois, parce que c'est le même, on parle toujours chez lui d'un même élan créatif. Mais cet élan, finalement, a une origine. Et ce qui est assez fort, c'est que ça part de cette bouche qu'il essaye d'effacer. C'est comme dans l'histoire du cinéma de Godard. La main qui efface, c'est la même que celle qui écrit. Donc celle qui peint et celle qui efface, sauf qu'il y a contamination, et que finalement la bouche devient une tache, cette tache devient une plaie, et progressivement, cette plaie devient un organe.
c'est à la fois une bouche et un organe. Ce qui fait que quand le poète se met à passer sa main, mais doté d'une bouche, on se croit chez Cronenberg, enfin, d'ailleurs même chez Cronenberg, dans le Vidéodrome, il y a ce truc, lui il la met à l'intérieur, lui il la passe là, et qu'il y a cette espèce d'effectivement du coup de regard peint, on est dans un moment d'onanisme total. Mais c'est la base, c'est-à-dire que de quel sens se paye une œuvre, quoi. Et on voit que c'est à peu près tout ce qui va ce sera la trame du film. Moi, ça m'a toujours troublé, parce que cette histoire, à la fois on dit oui, il y a la haine avec Breton qui fait que c'est pas un film surréaliste. Mais Cocteau avait de suite déminé la question de la simple rivalité un peu bête, en disant non, Breton fait un truc, leur truc, c'est le rêve. Et moi, le rêve m'intéresse pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est sans doute parce que l'opium l'empêchait à la fois de dormir profondément, mais de vivre aussi éveillé. C'est-à-dire qu'il vit dans une somnolence qui est permanente. Donc c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui ne rêve pas, et qui en même temps n'est jamais éveillé. Et c'est ça qui est traversé. Et ce qu'il va voir en étant voyeur, ce qui est bien, c'est lui-même. Et le film n'est pas du tout... Et c'est là où c'est intriguant, parce que pareil, j'ai trouvé dans le bouquin un texte de 60, qui a été retrouvé en 60, mais qui n'avait jamais été publié, écrit un peu plus tard, peut-être à la fin des années 30, où Cocteau dit oui, Freud a écrit sur le livre. Genre, j'ai un peu cherché partout, là ça fait 2 jours, il n'y a manifestement jamais eu un seul texte de Freud écrit sur le sang d'un poète. Mais ce qui est intéressant, c'est que Freud, la Tramentung, c'est l'analyse des rêves, et ça n'intéresse pas du tout Cocteau. C'est-à-dire l'association libre d'images, c'est pas du tout ça. Il y a peut-être pas 1 minute et demie ou 3 minutes surréalistes dans le film. Par contre, il y a exactement ce qui est proposé à Narcisse, c'est-à-dire chez Ovide, si je me souviens bien, la formule que dit l'oracle à propos de Narcisse, c'est il vivra, ou il ne mourra, il survivra s'il se méconnaît. C'est un truc complètement barge. Il survivra s'il se méconnaît, ça veut dire il faudra pas aller y regarder de trop près, il faudra pas qu'il se contemple de trop près, et il faudra pas non plus aller chercher trop loin. Et or, ce qu'il va faire là, à partir du moment où il va franchir la glace, c'est précisément non pas rêver. Il y a très peu. Il y a les Mexicains. Le reste, l'enfant BDSM fouetté, c'est lui. Lui, petite fille, c'est assez fascinant qu'il se voit là. La scène qui est la scène d'ouverture des Enfants terribles et qui remet là et qui refera ensuite, qui ne cessera jamais de retourner, celle de la boule de neige, c'est réellement le premier amour d'enfance. Enfin voilà, c'est le premier coup de poignard que l'amour déçu vous offre, et à partir duquel toute œuvre d'art sera justement cette blessure, ce sang du poète inconsolable, mais avec lequel le poète va devoir faire à la fois œuvre d'art et société et mondanité. C'est ça qui est juste dément, parce qu'on voit un enfant crever, et dans la seconde même, on voit un théâtre s'organiser, un théâtre mondain. C'est qu'il n'y a pas un instant où la mort de l'enfant est pleurée comme la mort d'un enfant symbolique ou réel. C'est en fait la base pour qu'il y ait ensuite une mondanité. Et l'autel, c'est pas l'autel qu'il appelle, il appelle l'autel des folies dramatiques. Enfin, si c'est au singulier, c'est l'autel d'une folie dramatique. Et c'est une folie dramatique que d'avoir des blessures et de croire pouvoir les effacer et d'en faire des œuvres d'art et de croire pouvoir y échapper alors qu'en fait on y retourne toujours. Et ce sont des folies dramatiques au pluriel, c'est-à-dire un petit théâtre mondain et vaguement de variété, quoi, on va dire, si on le met au pluriel, ce qui est le cas du film. C'est assez troublant ce qu'il fait avec ça, mais le film est presque une autobiographie psychanalytique, quoi. Alors qu'il avait un rapport à Freud assez compliqué, parce qu'à la fois il a fantasmé Freud ait écrit sur son film, tout en se défiant de la Tramentung freudienne, en disant non, ça c'est les rêves, c'est pas pour pitié, les rêves c'est pas pour moi, laissez ça à Breton et à sa bande. Moi je fais dans la somnolence. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on voit il y a un moment il y a un plan très étrange en ombre chinoise. Et en fait c'est une pipe à opium. Il est tout retourné. En fait c'est juste vraiment avec la fumée. Et en fait ça n'est jamais que ça. C'est je fume pour m'enfoncer, pour aller dans cet état du temps, dans cette profondeur du temps,
dans ce temps liquide aussi, dans ce bain du temps, où on voit qui est là. Et comme tu disais, c'est effectivement, c'est l'enfance de l'art, et c'est ça qui c'est magique, c'est que c'est complètement bricolé, il fait tout, c'est en plongée, les gens marchent, en même temps il y a un palier comme ça sur roulette, pour éviter de faire un travelling, donc ce qui donne l'impression d'un ralenti. Il y a un temps démonté. Et hier soir, c'est marrant parce que je l'avais vraiment pas vu depuis très longtemps. Je voulais le revoir avant d'avoir parlé. Chez moi, j'ai pas de projecteur, donc je mets l'ordi face à une fenêtre. Et la nuit était en train de tomber. C'est le moment où il était en train de franchir d'un espace à l'autre. Et d'un coup, je l'ai vu s'enfoncer dans la nuit, dans une nuit un peu plus bleue que dans le film. Mais c'était vraiment très très troublant. Enfin, il y avait vraiment un côté au-delà du. C'est des passages de dimension à dimension. C'est plus des tableaux comme chez Eisenstein qui faisait tableau sur tableau, ou même des tableaux au sens cirque, parce qu'il venait du cirque. Lui, c'est vraiment des espaces qui sont connectés les uns les autres par des passages secrets, et qui ne passent que par le regard. Et Ali, justement, cette question de la cicatrice, de la blessure, cette question aussi qui est très belle, là, des passages secrets pour aussi trouver une manière presque de greffer ces choses-là. Ça parle évidemment à ton langage culturel et à ce qu'on trouve dans certaines de ces vitrines. Tu appelles ça la communauté de corps brisés. Il y a cette définition de la cicatrice, l'œuvre d'art aussi brisée, blessée, mais comme condition pour qu'elle puisse aussi, d'une certaine manière, retrouver une nouvelle existence. Oui, certainement. Et au fait, c'est plus tard, en fait, quand j'ai revu le film, je me suis rendu compte à quel point Le Barrage, donc le long métrage de fiction que j'avais fait, pourrait être comme si c'était une réinterprétation presque de Sang d'un poète. Au fait, dans Le Barrage, on a Mahd, le personnage principal, qui a une blessure, une plaie ouverte depuis le début du film, qu'on ne sait pas d'où elle vient, qui s'aggrave au fur et à mesure du film, ou à la fin, quand il descend dans le Nil, c'est là où la cicatrice se noie. Il fallait juste que je rajoute de l'air, peut-être, et on aurait réinterprété le film. Mais ce rapport au corps, au fait, la blessure, pour moi, c'est vraiment une possibilité, une étanchéité avec le monde. C'est une manière où le monde externe peut nous pénétrer et où on peut, je sais pas, déverser nos entrailles dans le monde. Il y a quelque chose, au fait, même d'une manière poétique, c'est une ouverture, au fait. Et je crois que Cocteau vraiment traite la blessure de cette manière. C'est une ouverture par laquelle on respire, par laquelle on va à la rencontre du monde. Et c'est une condition nécessaire pour créer, mais aussi pour ressusciter. C'est-à-dire, dans le film, les gens meurent et ressuscitent et se tirent une balle, puis on voit parfois l'image qui est rejouée à l'envers. Et pour moi, le rapport avec les objets brisés en général, je les collectionne, je les achète dans des ventes aux enchères. Donc, c'est des objets qui ont été, pour moi, laissés en dehors de l'histoire dominante écrite par les musées, des objets qui ont été, qu'on a trouvé qu'ils ne sont pas dignes de faire partie de la grande histoire, parce que, en général, ils sont trop fragiles, pas assez onéreux, je sais pas, avec des origines douteuses. Et du coup, pour moi, ces fragments, au fait, se rassemblent. Donc, comme tu dis, c'est pour créer une solidarité entre corps brisés. C'est des fragments qui viennent et qui échangent l'expérience de l'histoire. Et je crois, juste pour revenir sur cette question du musée et de l'objet, c'est que moi, je trouve qu'aujourd'hui, les musées n'ont rien compris aux objets. En fait, et je crois aujourd'hui, on assiste à une vraie crise, en tout cas dans les musées d'histoire, d'archéologie, que tout le monde cherche à se réinventer. On invite les artistes contemporains pour venir réinterpréter. C'est que parce qu'on se rend compte que c'est devenu irrelevant. On n'arrive plus à donner sens à ces objets-là parce qu'on n'a rien compris à ces objets. Ces objets ne sont pas là pour raconter une histoire. Ces objets, ils ont vécu pleinement l'histoire. Et c'est ça la différence. Ces objets, on va les rencontrer parce qu'ils ont vécu dans l'histoire, non pas pour être des signifiants d'une construction, d'un narratif qu'on veut raconter. Et du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de libérer les objets de
derrière un masque de sens qu'on essaye de les cacher. On n'arrive plus à les voir que derrière les cartels, le sens, ce qu'ils essayent de raconter, et de les libérer, et qu'on arrive à nouveau à les voir comme objets qui ont vécu, qui sont vivants, somnolents, qui nous regardent d'outre-tombe. Donc voilà, c'est ça cette idée de ces assemblages que j'ai créés avec les sculptures. Et des assemblages dans lesquels il y a aussi des éléments qui d'ailleurs sont nés de ton imagination. Il n'y a pas que un travail d'observation des objets, il y a aussi donner libre cours à un moment à une liaison qui manque pour raconter, pas une histoire, mais pour faire parler ces objets. Oui, en tout cas, on parlait au début de la question d'héritage. En fait, ce qui est formidable quand on est artiste, c'est qu'on peut inventer son héritage et sa descendance. Cocteau, d'ailleurs, le fait au début à Piero della Francesca. Il s'inscrit dans une lignée. Et nous, en tant qu'artistes, moi, je décide de m'inscrire dans une histoire que j'ai choisie, qui ne m'est pas imposée. Et du coup, à partir de là, ce que j'emprunte à l'imaginaire de cette descendance, du coup, ça devient le mien. C'est-à-dire, c'est moi, je m'approprie cet héritage-là et je le passe. On est vraiment des passeurs de formes, d'imaginaire, d'héritage. Non, je ne savais pas que tu appelais ça les corps brisés. Et c'est fascinant parce que dans le film est de 32, et c'est un grand film sur le miroir, sur Narcisse. On sait quand il avait fait pas le retour à l'ordre, mais le rappel à l'ordre, ce qui lui avait été beaucoup reproché. Pareil, 29-30, même période. C'était pour revenir à des mythes tels que le mythe d'Oedipe. Et 32, il fait ce film-là, et on dirait qu'il est déjà en conversation avec 4 ou 5 ans, voire 15 ans d'avance avec Lacan. Lacan fait son premier grand texte, qui est Le Stade du Miroir, en 1936. Il le fait à Berlin. Bon, la version qu'on connaît, elle est 10 ans plus tard. Le texte original est perdu, comme pour le premier film de Cocteau. Mais Lacan dit quoi dans Le Stade du Miroir? Ça mettrait 3 heures à résumer, mais globalement, la première étape, c'est le nouveau-né, l'enfant ne sait rien de son unité, le corps est complètement explosé pendant tous les premiers temps, et entre 6 et 18 mois, il fait l'expérience d'une rencontre d'une image dans le miroir. Sa mère lui dit « ce que tu vois là, c'est toi », et il comprend, et d'un coup, il a l'expérience d'une unité. Voilà. Bon, à partir de là, plein de choses se font, notamment sur la question du regard, du désir, de la pulsion. Or, ce que Cocteau balance là, c'est... il dit les miroirs feraient mieux de réfléchir avant de renvoyer une image, c'est-à-dire avant de nous offrir une supposée unité qui n'existe pas, on ferait mieux de réfléchir, c'est-à-dire les miroirs feraient mieux de réfléchir, c'est de continuer à être cette sorte de fragmentation, cette incapacité à réunir le corps comme le corps unifié, qui est en fait la psychose. En fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, à l'hôpital, quand je travaille les psychotiques, c'est des gens qui n'arrivent pas à tenir une unité. Ça a complètement échappé. Tout est parcellaire, tout est explosé. Ce sont des corps brisés. Ou des corps démultipliés. On peut trouver plein de choses. Et c'est vraiment une apologie de ça. Retenez-nous encore dans ce qu'est l'enfance de l'art, ou l'enfance de notre histoire, ou l'enfance du corps, quand il est encore chorégraphiable, mais pas du tout unifié. Pas du tout unifié. D'où ces corps aussi qui se tiennent d'une façon très très étrange, démembrés. Les statues comme on voit là, qui manquent un bras, ou chez toi, des visages à qui il manque la moitié du nez, enfin des choses qui sont complètement découpées aussi, comme ça. On revient avant les 6 premiers mois. Je crois que c'est Godard qui dit sur le cinéma de Cocteau, c'est un cinéma d'aveuglement. Non, donc tu as raconté l'histoire où il raconte Cocteau qu'il est devenu aveugle, et que pour lui le cinéma c'est d'abord un aveuglement. Et Godard a travaillé ça après pendant des années, parce qu'il l'a même fait monter. Il faisait monter un moment son film par une aveugle qui touchait comme ça les images, qui montait à l'oreille. Enfin, voilà. Non, c'est bien. Enfin, la cécité pour le cinéma, ou l'explosion du corps qui n'est pas d'unité, c'est très très important. C'est quelque chose à maintenir précisément. C'est tout sauf une histoire, quoi. Voilà, comme tu dis. Mais c'est aussi exactement ce que tu maintiens dans ces assemblages qui sont, tu les appelles des greffes ou bien des hybridations, et ils sont faits d'éléments disparates qui ne retrouvent pas une unité complètement. Ils gardent chacun leur. Il y a aussi l'état fragmentaire. Ouais. Et il y a aussi ce qui est un point commun aussi très important entre tout ce qu'on a vu chez Cocteau et ce que l'on voit chez toi, cette indistinction voulue, volontaire, entre justement l'inanimé
qui vient aussi des mythes, le vivant et l'inanimé, entre des sculptures et des êtres vivants, et c'est tous ces moments d'hybridation chez Cocteau quand il dessine, c'est ce que tu disais, les masques, les fragments de membres, etc. Peut-être pour terminer, une question à tous les deux. On en a déjà beaucoup parlé ici, mais en quelques mots, pourquoi aussi ce film a traversé le temps, est devenu presque un film culte aussi. Il n'est pas forcément au stade d'un film culte, mais il est quand même quelque chose dont on entend parler régulièrement, même s'il est difficile à trouver. Pourquoi voilà, il nous parle toujours, c'était en 1930, et il est toujours aussi pertinent et efficace aujourd'hui. Je sais jamais pourquoi les autres aiment tel film. Non, enfin, c'est génial parce que, on voit bien. Deux, c'est bricolé, ce qui est quand même là aussi. Du coup, il y a plus, c'est plus un film qui a presque, donc il a 95 ans aujourd'hui. C'est pas un film qui a 95 ans, c'est un film qui naît sous nos yeux. Je pense qu'il y a une part de ça. Il y a une position qui est totalement contemporaine et moderne, qui est celle de quelqu'un qui ne choisit pas à ce moment-là en tant qu'artiste de faire ou de la poésie, ou de la peinture, ou du dessin, ou du cinéma, ou de l'écriture, ou de la musique, parce qu'il était dans le groupe des 6, qui passe vraiment de l'un à l'autre, ce qui est une position d'artiste à cette époque-là, même au sens de l'avant-garde, quand même très, 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 très singulière. Ça, je pense que ça participe de ça, mais il y a sans doute d'autres raisons. Ouais, je crois que c'est parce qu'il y a des films, en fait, qui s'épuisent le temps où on les voit. En fait, c'est des films qui s'inscrivent juste dans leur durée, et le film se termine et tout se finit avec. En fait, il meurt avec. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un film qui dépasse, qui arrive à survivre au moment contemporain, en fait, de dérouler de notre temps. Il vient d'ailleurs, et du coup, il nous parle, il nous dévisage, il nous interpelle, en tout cas pour moi. Merci beaucoup. Merci Ali et Philippe. Merci Jean-Marie. Ali, les vitrines sont présentées jusqu'au 1er septembre ici. Tu as aussi ouvert 2 expositions à Newcastle, Baltic Art Center, et à Marseille, au MAC, au Musée d'Art Contemporain de Marseille, que l'on peut voir aussi en ce moment. Il y a juste à la sortie ici une petite librairie où on peut trouver notamment le Leporello sur les vitrines, en fait, ce qui est aussi quasiment un livre d'artiste que tu as conçu sur ce projet. On retrouve aussi des images de Cocteau, à la fois des fragments du film, des images aussi des photographies de plateau. Certains de ces Leporello, tu as eu la gentillesse de les personnaliser avec quelques aquarelles. Donc, vous pourrez les retrouver juste ici en sortant. Merci beaucoup, bonne soirée.